Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Vite Banni. Je sais que le titre va vous faire rire, mais c'est le titre de mon nouveau vlog slash commentaire de séance. Pourquoi ce titre? Pour ceux qui ont suivi, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Andrea Bonetto. Je fais de la force athlétique depuis 5 ans maintenant, même un petit peu plus. Et récemment, pour mes derniers championnats, j'ai été contrôlé positif malheureusement suite à une molécule qui se trouvait dans un de mes traitements via mon médecin. Et depuis, je suis en procédure, je suis toujours en cours de procédure avec la FLD par rapport à ça. De ce fait, je me suis retiré seul parce que je pouvais continuer à faire des compétitions, mais je me suis retiré des compétitions. Donc, je vais tenir ce vlog jusqu'à ce que je sois de retour en compétition, que je puisse participer et redevenir un athlète. C'est pas un vlog facile à faire, hein, c'est pas un vlog facile à faire, mais il me donne beaucoup de courage pour continuer et surtout pour montrer que je suis toujours là. Je continue de m'entraîner, les erreurs font partie du parcours, surtout quand on est un sportif de haut niveau, mais en pratiquant tel un amateur en somme. Hein. Donc voilà, premier épisode d'une nouvelle série. Toutes les semaines, le lundi, je vous donnerai 5 clés pour votre entraînement à travers mon SBD de fin de semaine. 5 clés pour progresser, pour être des meilleurs athlètes autour du squat, du développé couché, du soulevé de terre, de la programmation et de manière générale, l'amélioration de la performance dans l'entraînement. C'est important pour moi d'ajouter de la valeur avec ces vidéos. Donc si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez performer à votre meilleur avec nos méthodes, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur Instagram, Nikaya Powerlifting, et on s'occupera de vous et de vos objectifs. Donc, pour cette séance que je vais vous présenter ce jour, c'est une séance d'évaluation, on va revenir dessus. Séance qui se composera donc de squat développé couché et soulevé de terre, un AMRAP au squat, un AMRAP au développé couché des back-off et des quintuplés en ramp-up pour ce qui est du soulevé de terre. Avant de rentrer dans les détails de cette séance qui est ma foi fournie mais surtout très intéressante, je vais vous parler un petit peu des séances et des semaines d'évaluation. Pourquoi en faire et surtout comment les réaliser. Alors une semaine d'évaluation, elle vient clôturer un cycle et potentiellement entamer, préparer un nouveau. Un exemple d'une semaine d'évaluation, vous avez fini votre cycle précédent, votre bloc précédent, vous avez surperformé sur toutes les métriques, vous finissez votre bloc en forme, vous décidez donc de prolonger d'une semaine et d'évaluer certaines métriques. Typiquement, si vous avez fait des doublés tout le bloc, ça peut être l'occasion d'aller voir ce que vous pouvez faire sur une répétition. C'est un exemple où ici on va augmenter tout simplement l'intensité. Comment ça se traduit? On va la plupart du temps commencer la semaine un petit peu en mode taper, on va réduire les variables d'intensité et de volume pour à la fin de la semaine aller chercher cette performance. Mais les semaines d'évaluation, elles peuvent servir à évaluer à peu près n'importe quoi. Ça dépendra des métriques que vous souhaitez. Évaluez-vous des variations, un changement de position sur la barre. Vous pouvez assess des exercices accessoires, typiquement si votre dernier développé militaire c'était 30 kg RPE10 et que dorénavant vous avez 100 kg au développé couché, ça peut être le moment de voir si votre développé militaire est toujours autant en retard et pourquoi pas derrière lancer dans votre prochain bloc pour traiter les asymétries de force et espérer un gain au long terme sur votre développé couché, en tout cas sur tous vos mouvements de poussée. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez sur une séance d'évaluation, une semaine d'évaluation, mais il faut avoir de bonnes raisons de les faire. Donc sur cette séance, j'ai commencé forcément par le squat, par un AMRAP, donc une série avec autant de répétitions que possible. Et un des premiers éléments sur lesquels je vais intervenir ici, c'est comment s'échauffer pour un AMRAP. Pour un AMRAP, on choisit une charge a priori sur laquelle on va pouvoir faire pas mal de répétitions. On va viser entre 2 et 10 répétitions pour prendre les cas les plus vastes. Donc il faut pouvoir se préparer à faire pas mal de répétitions et surtout il faut se préparer à cette charge précise. Donc typiquement moi j'avais 200 kg ici, mon E1RM précédemment était sûrement autour de 230, 235, donc on est sur quelque chose autour de 85% de mon E1RM, donc il va falloir se préparer à cette charge là. Moi dans mon cas, je me suis échauffé avec les barres suivantes, 60, 100, 140, 180 et 190 kg. Et c'est ces deux derniers warm-up qui vont être décisifs un petit peu, surtout le dernier qui est, comme vous le constatez, assez proche de la charge. L'idée, c'est d'arriver sous la barre chargée à 200 kg avec un niveau de préparation à cette intensité-là qui est maximal sans non plus créer trop de fatigue précédemment. Ici, enchaîner à 180, 190 et 200, c'est se préparer à des ranges d'intensité qui vont peser plus ou moins la même chose sur mon corps. Donc je les ai effectués en une seule répétition, je les ai enchaînés assez rapidement, 180 d'abord avec une répétition, 190 avec 2-3 minutes maximum de repos, ce qui me permet de ne pas me déchauffer entre les séries, m'habituer à la charge sur mon dos, régler les problèmes éventuels juste de
positionnement, bien gérer son dérac, bien gérer la tension émise dans la barre, parce qu'il faut pouvoir s'y préparer à cette tension qu'on va devoir mettre à la fois dans le buste, le gainage, etc. Avoir sur la séance, sur le moment donné, le maximum de repères pour votre corps pour que vous puissiez faire vos premières répétitions sur votre AMRAP avec un maximum d'assurance et de stabilité. Ici, les enjeux, ils étaient les suivants. Je suis sur un setup type fitness park, donc barre un peu lisse, plus fine, qui whip un petit peu, qui rebondit un petit peu avec la charge, surtout quand il y a 200 kg, même si évidemment ça va, ça reste encore correct. Et j'avais aussi un rack qui était très peu profond, donc il fallait pas que je me mette à faire un grand pas ou voire même deux pas moyens, sinon je me foutais dans la fin du rack. Donc il a fallu sur 180 et 190 que je cherche un walkout, une sortie de barre qui était appropriée et de bons repères dessus. Parce que si vous commencez votre série avec un dérac compliqué, la charge qui paraît plus lourde que le dernier warm-up, bien plus lourde que le dernier warm-up, et que vous perdez de l'énergie sur ces points-là, bah, c'est des choses qui vont potentiellement vous prendre de l'énergie et donc limiter vos capacités sur le AMRAP. Ça va me permettre d'introduire un point qu'on considère beaucoup dans la musculation, mais peut-être un petit peu moins dans la force athlétique, c'est le point du stress mécanique et du stress métabolique. Quand vous vous préparez à faire plus de 5 répétitions de manière générale, il y a cette variable de la barrière métabolique qui va rentrer en compte. Le stress mécanique, c'est tout simplement votre capacité à contrer la résistance de la barre. Le stress métabolique, c'est tout ce qui va arriver de manière physiologique, c'est-à-dire tout ce qui va être gêne au niveau des muscles, le pump de manière générale et l'inconfort que ça produit. Donc quand vous allez dépasser, pourquoi pas les 5 répétitions sur de l'intensité assez élevée, 80%, ou 8-10 répétitions à une intensité plus basse, ce stress métabolique, il va rentrer en jeu et il peut vous amener à l'échec mécanique. Ça, c'est très important. Les deux ne sont pas dissociés. Un échec mécanique peut entraîner aussi un échec métabolique. Failure au niveau des muscles. Vous n'arrivez pas à produire assez de force avec vos muscles pour contrer la résistance. Mais le stress métabolique, c'est-à-dire toutes les gênes qui vont apparaître sur vos muscles moteurs, qui vont vous faire ressentir d'autant plus vos muscles stabilisateurs, qui vont donc potentiellement perturber votre position, peuvent prématurément vous amener à l'échec et donc l'échec mécanique, ne pas pouvoir contrer la résistance de la barre. Donc dans ce cas, comment contrer le stress métabolique? C'est assez simple, quand vous enchaînez beaucoup de répétitions, vous allez créer déjà de la dette d'oxygène, donc reprendre votre souffle toutes les quelques répétitions ou dès que vous sentez que vos BPM que vos BPM augmentent et que vous avez du mal à respirer, c'est déjà une première solution. Mais surtout, on veut garder de la proprioception. On veut sentir ce qu'on fait avec notre corps dans l'espace. On veut sentir nos muscles stabilisateurs. Donc comment on va faire ça? On va essayer de créer de la tension, à la fois en interne et à la fois en externe. Donc on se reconcentre sur un squat par exemple, sur notre bracing, sur la manière dont on sent nos ischios, notre hanche dans l'espace, mais aussi sur la tension externe, donc la tension dans la barre, la tension dans le sol, avoir plus de feedback, avoir plus de retour sensoriel au niveau de notre mouvement. Avec ça, quand on va enchaîner les répétitions, ça va nous permettre de repousser la barrière métabolique et d'éviter d'avoir de mauvaises surprises pendant notre série longue. Donc j'en reviens à mon squat, mes 200 kg, mon AMRAP. Ce AMRAP, il a une échelle d'intensité visée, en l'occurrence un cap 8,5 en termes de RPE. Le RPE, comme je l'utilise et comme on l'utilise chez Nikaya, on le dénomine en deux paramètres. Le RPE cap, on va chercher à ne pas dépasser surtout un RPE, et le RPE target, où on va chercher à viser un RPE précis, un RPE donné. Ici j'ai utilisé un RPE cap 8,5. Pourquoi 8,5? En fait, je voulais absolument m'assurer d'avoir une répétition en réserve. Je voulais pas jouer au con à me retrouver d'un coup sur un effort maximal parce que l'impact physiologique, l'impact sur mon corps que ça allait laisser peut être démesuré si on se retrouve sous la barre avec un effort quasi maximal. J'ai mis ce RPE 8,5 qui correspond à une intensité où on est à la fois sûr d'avoir une répétition et possiblement une deuxième répétition. C'est quelque chose d'assez subjectif, mais ça permet au moins de cadrer son mindset, son approche sous la barre. Parce que souvent sur les AMRAP, on a tendance à y aller comme des sourds et vouloir enchaîner jusqu'à l'échec, alors que derrière l'impact physiologique, la dette que vous allez créer en termes de fatigue, elle peut être vraiment énorme. En plus de tout ça, dans mon cas, je suis quelqu'un qui encaisse facilement la haute répétition à haute intensité. C'est à la fois du fait de mon profil personnel, mais c'est aussi du fait que je suis un lightweight, en plus petit, moins de range of motion, moins d'amplitude, une capacité de travail un peu plus grande du fait que mon poids de corps est léger, donc la barrière métabolique elle se repousse un petit peu, la fatigue prématurée l'est un petit peu moins. Donc je savais que j'allais partir sur au moins 5 répétitions, si ce n'est un petit peu plus. Et vous allez voir, donc sur cette première série que vous pouvez voir maintenant, 4 premières répétitions sont
très très simple. Peut-être la quatrième, on voit qu'il y a un petit bug au niveau positionnel, comme je le répète, le setup n'était pas extrêmement fou. Autant je connaissais ma capacité à faire 2 reps, 3 reps à 200, 205, 210, 215 kg, autant quand on dépasse les 5 reps, on tape un petit peu dans une barrière entre la capacité de travail un peu plus générale et surtout la capacité de travail spécifique. On est un petit peu entre les deux. Donc j'arrive à la 5e répétition qui passe très très bien. Et sur la 6e répétition, bah voilà, le pump commence à arriver, la fatigue commence à arriver. Et en bas du mouvement, je prends un point mort, un point de tension mort, qui ralentit significativement ma série et qui, je pense, a entamé un petit peu mes performances sur cette série précisément. L'idée derrière tout ça, c'était d'extrapoler un RM, pas de tester un RM, mais d'extrapoler un RM avec cette performance. Et donc dans ce cas-là, 200 x 6 répétitions, on peut l'extrapoler autour de 230 kg sans être trop présomptueux. Maintenant, cette extrapolation, c'est juste pour me donner un cap à suivre pour le prochain bloc, pouvoir calculer mes charges en conséquence. Ça ne veut pas dire que sur cette séance-là, j'étais capable forcément de faire 230 kg, sachant qu'en plus, en tapant plutôt dans le stress métabolique vers la fin, bah du coup, on fausse un petit peu les données et on n'a évidemment pas toutes les limitations qui peuvent arriver quand on est proche de son ARM, des problèmes positionnels, le gainage, ici par exemple le whip de la barre, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte, mais en tout cas, en termes de calcul de charge pour le prochain bloc, bah, je pense avoir quelque chose d'assez fiable avec cette performance-là, surtout que, étant donné que je me suis pris uniquement sur la 6e répétition, un gros gain de RPE qui me fait douter d'ailleurs de ce 8,5, mais je pense très certainement avoir une répétition de plus en réserve, et bien tout simplement j'ai pu calculer mon RM. Et c'est tout l'objectif de cette séance, savoir calculer ma capacité de travail avec des répétitions assez élevées, et en même temps extrapoler un RM sans m'envoyer forcément en enfer sur cette séance. Vous n'êtes pas obligé de tester votre 1RM pour extrapoler un 1RM et avoir des charges en conséquence. Surtout que dans mon cas, je suis toujours blindé de blessures et de douleurs, de limitations au niveau de mon entraînement. Donc me soumettre à un effort maximal, c'est me mettre à risque au niveau de ma sciatique les prochains jours, de me mettre à risque possiblement au niveau des muscles stabilisateurs qui sont un peu sensibles chez moi, que sont l'ischio interne, l'adducteur. Donc cette séance-là, avec une série unique ici, m'a juste permis de voir un petit peu ce que je pouvais faire. Voilà pour le squat, pas de back-off, de toute manière j'étais pas là pour amener du volume, ce sera l'objet du bloc prochain, de la semaine prochaine. On passe maintenant au développé couché. Alors développé couché, c'est assez simple, je sors d'un cycle un peu catastrophique, les inflammations au niveau du pec, au niveau de l'épaule, surtout à droite, se sont beaucoup manifestées sur ma position de référence récente, c'est-à-dire petit doigt sur l'anneau. Donc pour cet assessment, je voulais voir un petit peu ce que je pouvais faire sur un close grip. J'avais fixé une charge à 100 kg, charge très polyvalente, je sais que ça se passe relativement bien. Et je voulais voir à la fois ce que je pouvais valoir en termes de E1RM extrapolé, mais alors là c'est vraiment une extrapolation très lointaine, parce que je vaux au moins 140 kg développé couché, extrapoler un RM sur une variation que je ne fais pas souvent à une charge très très lointaine, 70% peut-être de mon RM, c'est pas forcément très précis, mais au moins ça m'a permis d'avoir des données sur cette variation-là, à la fois des données, est-ce que j'ai des douleurs ou pas, et d'extrapolation de RM, parce que je compte possiblement l'exploiter sur le prochain bloc. Une chose intéressante avec les variations, c'est que autant vous pouvez être très inconfortable sur un grip et très confortable sur l'autre, à charge plus ou moins équivalente selon votre ARM sur chacune des variations. Ça, c'est un point très intéressant qui est conséquence de la différence d'angle entre un close grip et un grip plus serré. Ça, c'est important. Et ça m'amène à un point qui est le placement de vos omoplates au développé couché et leur incidence sur la prise de barre, mais aussi sur la trajectoire de barre. On parle souvent de rétraction, de dépression scapulaire au développé couché, mais cette rétraction et cette dépression scapulaire sert une position. Un grip plus large va développer plus de rétraction scapulaire, un grip plus serré va développer plus de dépression scapulaire. Donc ici, développé couché, prise serrée, donc une dépression scapulaire plus. Évidemment, c'est un range, la dépression, la rétraction scapulaire, donc il faut doser un petit peu les deux. L'idée, c'est donc d'atteindre un peu plus le sternum et surtout de pousser dans l'idée d'aller finir proche du rack. Sur cette séance-là, donc je vous ai dit, je voulais partir sur un AMRAP à 100 kg. De mon point de vue, j'allais faire peut-être 8-10 répétitions et surtout, j'avais en tête mon cap de douleur. Je ne voulais absolument pas dépasser même 2 sur 10 en termes de douleur. Je voulais à la limite que je puisse ressentir un peu de gêne, mais que ça n'impacte en aucun cas mon mouvement, que ce soit l'excentrique ou que ce soit la fin du mouvement. C'est là où j'ai les plus grosses douleurs au niveau de mon épaule et de mes pecs. Et le fait est que ce changement de grip a totalement changé l'angle
et la tension du coup que ça émettait sur les zones incriminées. Et finalement, j'ai pu faire cette série à la fois sans douleur, mais du coup, ça a libéré totalement mes performances. Et j'ai pu faire 10 répétitions sur un RPE à peu près autour de 7. J'étais quasiment sûr de pouvoir faire 2, peut-être 3 répétitions, sans que la barrière métabolique vienne me taper dessus. Donc je me suis dit, les back-off, c'est des 2 x 10. Je voulais décharger un petit peu, mais là, je suis largement dans mon RPE. Je vais rester à 100 kg, donc ça a transformé ma séance de développé couché prise serrée en un 3 x 10, 3 séries de 10 répétitions à 100 kg. Ici, vous aviez uniquement la première série. Au fur et à mesure des séries, cette barrière métabolique, cette barrière de pump, si on pourrait dire, est venue un petit peu plus me taper. Le RPE, la vitesse de barre, finalement, et la facilité à exécuter, elle était toujours autour de 7, peut-être 8. Cependant, la barrière métabolique a fait que la toute dernière série, la toute dernière répétition de ma toute dernière série a été un petit peu plus compliquée, en tout cas en termes de ressenti. Il a fallu que je me replace plusieurs fois, à la fois au niveau de ma hauteur de cage, il fallait que j'amène beaucoup d'inspiration dans ma cage parce que j'avais un peu plus de mal à le faire sur cette série en prise serrée que sur mes séries en prise plus large. Il y avait aussi les fesses qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Mais en tout cas, je ressors de cette série, de cette séance, avec sûrement un E1RM un peu plus de 235 kg sur ce close grip, peut-être plus proche des 140 kg même, assez équivalent avec ce que je pourrais faire, je pense, en ce moment avec ma prise un peu plus large. Des données très très productives et surtout de bonnes informations sur cette prise serrée qui induit un peu moins de douleur et qui pourra être mise un petit peu en concurrence sur le prochain bloc avec ma prise plus large, histoire de développer le mouvement et de me retrouver avec une certaine polyvalence, création de capacité de travail générale. Vous voyez qu'avec ces séances d'évaluation, en fait ça peut à la fois clôturer un cycle, dans mon cas j'avais pas un cycle très très défini avant, mais en fait ça m'a servi de poser les bases du prochain cycle, sans avoir à me lancer dans un tout nouveau bloc. Maintenant, passons au soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, c'était le mouvement où j'avais le plus de données sur mon dernier bloc, parce que c'est là où j'ai poussé l'intensité spécifique le plus loin. Je me suis lancé un petit peu comme un cow-boy dans des doublés RPE intense, quoi. J'avais visé 8, mais ça a fini en 9, voire peut-être même en 10, puisque le grip a fait un petit peu des siennes. Donc j'ai fait un 240 en doublé, qui sortait un petit peu de nulle part, qui n'avait été pas préparé du tout sur le dernier cycle. J'ai eu un petit problème de grip, mais encore ça a tenu, mais je sentais que si je faisais une troisième, le grip allait me limiter. En tout cas, sûr que j'avais un RM autour de 250 kg sans préparation. Je vais pouvoir me baser là-dessus pour mon prochain bloc dorénavant. Donc ce qui m'intéressait sur le soulevé de terre ici, c'était de voir un petit peu plus, encore une fois, ma capacité de travail intermédiaire entre le spécifique et le général, me placer autour de 80% encore une fois potentiellement, et laisser un peu plus de place à l'improvisation, ou en tout cas l'expérience pendant la séance par rapport à l'intensité. Donc on a commencé avec un ramp-up en quintuplé. Donc le principe du ramp-up, c'est monter progressivement en charge. J'ai capé ce ramp-up sur 2 séries. Je me suis dit, je fais 2 séries maximum, il ne faut pas que le volume soit trop élevé. Sinon, l'impact physiologique va être démesuré, je vais mettre du temps à récupérer. Surtout qu'en plus, moi je suis blindé encore une fois de petites douleurs, etc. Donc après ce gros AMRAP au squat, me retaper quelque chose de trop intense et trop prenant au niveau impact sur mon corps, ça allait potentiellement me mettre pas très bien sur les jours qui allaient suivre. J'ai quand même prévu de faire une semaine de pause. Ma prochaine séance sera dans 7 jours, donc j'ai le temps de récupérer. Autant sur le squat, je sais que je vais douiller les 2 prochains jours en termes de ressenti, de petites douleurs musculaires, etc. Mais une semaine complète pour tape ce genre d'effort, c'est très bien. Autant le soulevé de terre, la longue traîne de l'effort au soulevé de terre est un peu plus grande. On peut subir pendant une petite dizaine de jours, si on n'y est pas préparé, à cet effort du soulevé de terre. Donc je voulais pas aller me challenger de trop. J'ai mis un cap à 8 en termes de RPE, encore une fois. C'est un ramp-up. Les ramp-up, souvent, on cherche à cibler un RPE. Mais ici, j'avais trop peu de données avec ces charges-là, ce nombre de répétitions-là. Donc j'ai préféré le caper et être sûr de ce que je faisais. C'est pour ça aussi que je me suis limité aussi à 2 séries. Au moins, ça me permet de ne pas faire un jump de zinzin. Surtout que je commence depuis 200 kg, qui est une charge que je peux faire en x10 si je veux. Donc j'étais sûr de ne pas faire de conneries avec le jump qui a suivi. Donc j'ai commencé à 200 kg. Bon bah alors là, setup fitness park, hein, barre qui store, sol un peu mou. Le slack, c'est du beurre, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Évidemment, la première série a été. C'est comme si là, je faisais de l'intérim à la déco, quoi. Je faisais des tâches répétitives sans y penser. C'était facile. Donc j'ai fait un jump à 210. J'aurais pu faire plus, honnêtement, mais ça m'aurait exposé à des zones d'intensité peut-être un petit peu incontrôlées par rapport à mon 200 avant. Ça aurait changé mes repères de trop, je pense.
Et donc j'ai choisi ce jump simple à 210. Il n'y avait pas de recherche de E1RM ou quoi que ce soit. C'était la capacité de travail très générale, intermédiaire. Donc voilà. Un 210-65 pareil qui passe très bien et que j'ai ponctué d'un hold à la fin. Et ça, c'est un petit conseil pour vous. Si vous enchaînez un nombre de séries, pas forcément important, mais en tout cas, si vous avez des straight sets, si vous avez aussi notamment des séries à plutôt haute répétition, ponctuez toujours votre dernière série ou votre dernier effort, votre dernière répétition d'un hold à la fin. Vous tenez la barre 3, 4, 5, 6 secondes pour déjà avoir plus de repères, de sensations sur le verrouillage, entraîner votre grip. Mais surtout, ce qui se passe au soulevé de terre et qui n'arrive pas forcément sur les autres mouvements, c'est qu'on a tendance à enchaîner nos séries, on a tendance à enchaîner nos répétitions et finir par perdre un petit peu nos repères de position sur le verrouillage, qui est un moment où on doit tendre les genoux, tendre les hanches, et surtout avoir la ligne d'épaule qui casse la ligne des hanches et des genoux. Donc c'est important de se rappeler ce genre de petites choses-là qui peuvent faire la différence. Si vous faites ça à toutes vos séances, ça fera la différence une fois que vous arriverez sur vos charges les plus intenses, voire même en compétition. L'idée, c'est de créer des adaptations à l'entraînement. Vous voulez créer des adaptations quantitatives, mais surtout qualitatives. Et ça en fait partie. Voilà, pour ce qui est du soulevé de terre, un dernier petit cue pour vous, pour la route, ça fera une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est pas très grave. C'est l'importance du bracing au soulevé de terre. On parle souvent de l'importance du bracing au squat, cependant au soulevé de terre, c'est peut-être même encore plus important. Tout simplement parce qu'au soulevé de terre, on a un tirage depuis le sol, donc une grosse tension isométrique au démarrage, sur les hanches et sur toute la colonne vertébrale. Le point de fixation, c'est en grande partie vos hanches, et c'est le bon placement de celle-ci qui vont définir si vos leviers sont favorables ou non. Qui dit hanche et colonne vertébrale dit centre de masse. Qui dit centre de masse dit activation des abdos profonds avec un gros bracing pour activer la chaîne antérieure de votre centre de masse, fixer la position et surtout aider vos muscles postérieurs, type paravertébraux par exemple, à ne pas subir toute la charge. C'est des muscles qui sont un petit peu plus faibles, il faut pouvoir les accompagner. Vous avez deux manières de brace. Vous pouvez brace depuis le haut de votre mouvement, ou si vous faites une bascule lors de votre soulevé de terre, vous pouvez brace pendant cette bascule. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les deux. Commencer à amener un petit peu de gainage intra-abdominal en haut et d'accentuer votre bracing au moment où vous allez ramener les hanches vers l'avant. Quoi qu'il en soit, pour avoir un bracing efficace, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut abaisser les côtes, ramener légèrement antérieurement le bassin, fixer ces deux positions-là, et ramener évidemment un énorme gainage intra-abdominal, surtout dans le bas de votre ventre, mais aussi à 360 degrés tout autour de votre ceinture. On veut gonfler vraiment le ventre ici pour avoir un centre de masse plus imposant, plus gainé, donc plus fort. Voilà pour ce premier épisode de Vide Banni. C'est la fin de mon entraînement ce jour. La semaine prochaine, un programme un petit peu différent. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous contacter chez Nikkei Powerlifting si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de suivi en force athlétique, en street lifting. Ça nous intéresse de plus en plus d'être pluridisciplinaire. On a aussi du strongman chez nous, on a un strongman chez nous. Tout se passe sur Instagram, lien en description à ce niveau-là. Je vous remercie, vraiment je vous remercie tous ceux qui m'ont un petit peu soutenu à travers cette période compliquée, tous ceux qui vont potentiellement me soutenir, parce que je suis positif, hein, j'espère que les gens vont me soutenir dans cette aventure. Ça va être long, je pense, hein, ça va être long forcément cette série, mais vous savez, la force athlétique c'est vraiment ma passion. Je sais pas d'autre moyen de le décrire comme ça. J'ai des passions plus secondaires, j'adore le sport de manière générale, j'adore le football, je suis passionné de plein de choses, mais vraiment la seule chose où je peux dire c'est ma passion avec un grand P, une chose que je ferai toujours dans ma vie, déjà c'est l'entraînement, mais c'est surtout l'entraînement en force athlétique, parce que malgré cette période où j'ai dû mettre de côté l'entraînement pour des blessures par rapport aux circonstances actuelles, en fait à chaque fois que je pivotais mon entraînement en musculation, des choses plus athlétiques au sens propre du terme, et en haltérophilie, parce que je fais de l'haltérophilie aussi en parallèle, en fait à chaque fois je me retrouve très naturellement, sans calculer, à revenir vers la force athlétique. C'est pour ça que je fais aussi cette série de vidéos. C'est parce que j'ai envie de continuer à partager ma passion et continuer de la partager avec vous, entraîner des gens et surtout amener à cette communauté comme j'ai toujours aimé le faire. Merci d'avoir suivi ce premier épisode, on se retrouve lundi prochain pour le suivant.